Vous le savez, le 28 février, donc dans 2 jours, vendredi, c'est la 50e cérémonie des Césars. Pour l'occasion, l'Humanité voulait mettre en lumière les travailleurs et les travailleuses de l'ombre du cinéma. On va parler de leur quotidien, des conditions de travail, du statut d'intermittent, de leur rémunération. On va aussi parler de MeToo, on va aussi parler des attaques des réactionnaires contre le budget de la culture. Voilà, on va parler de tout ça avec nos invités, Cécile Borde et Élie Gattegno. Est-ce qu'ils et elles sont là ? Oui, allez-y, vous pouvez rentrer. Cyprien qui change de chaise. Et juste, j'en profite, moi, pendant que les invités s'installent, pour vous demander si vous regardez encore les Césars ou pas du tout dans le chat. Est-ce que c'est un truc qui est définitivement est un passage complètement ennuyant que vous squeezez, ou bien est-ce que, comme moi, vous regardez en attendant de savoir ce qui va se passer d'un point de vue un peu politique, quelle prise de parole va être majeure dans cette soirée. Donc voilà, j'aimerais bien savoir dans le chat. Est-ce que vous regardez, Cyprien, tu disais que tu regardais, toi, mais d'une manière un petit peu particulière ? Ouais, moi je me fais une soirée prono et bingo, et pas tout à fait sobre. Avec des potes. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, évidemment. Je vois beaucoup de noms dans le chat. Donc voilà, effectivement, je pense qu'on est nombreux à plus trop regarder les Césars. Ah oui, non, moi ça me fatigue. Bonjour Cécile, bonjour Élie, bienvenue sur le plateau de l'Humanité. Alors je vous fais une petite présentation très courte. Cécile Borde, vous êtes script. Alors vous allez revenir là-dessus, mais en gros vous avez un rôle essentiel sur tournage. Vous veillez à la continuité du scénario. Vous êtes un peu en lien avec toutes celles et ceux qui travaillent sur le plateau. Vous travaillez un peu avec tout le monde. Élie Gattegno, vous êtes chef opérateur cadreur. Vous avez aussi été directeur de la photographie. Vous avez été chef électricien jusqu'en 2020. Voilà, donc tout un éventail de travaux très intéressants. Vous êtes aussi syndiqué au SPIAC-CGT, donc le SPIAC-CGT, le syndicat des professionnels des industries de l'audiovisuel et du cinéma. Peut-être, je vous le disais, pour que nos viewers et vieweuses sachent de quoi on parle, on va peut-être commencer par expliquer vos métiers. Peut-être Cécile d'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer ça consiste en quoi être script ? Oui, tout à fait. Alors généralement on connaît ce métier-là à travers le prisme du raccord. C'est là vraiment la partie immergée de l'iceberg que tout le monde connaît, et même que certains postes du cinéma qui font ça depuis 20 ans connaissent uniquement. C'est-à-dire qu'on va veiller, mettons, on a une séquence entre Cyprien et moi, chant contre chant, la hanse tout d'un coup est là, puis elle est là, puis elle est là, puis elle est là. Si c'était transparent, le niveau de l'eau dedans, si tu bois une gorgée, excuse-moi, je me permets de te tutoyer, de quelle main, à quel moment de ton dialogue tu le fais, pour qu'on puisse raccorder sur les fameux points de montage, si tu es en amorce dans le chant, si le geste correspond, etc. Donc voilà, ça c'est la partie assez connue, mais qui est finalement celle que je trouve très importante pour le montage, mais la moins intéressante. Moi, j'interviens donc effectivement sur ce qu'on appelle la continuité du scénario, c'est-à-dire veiller à ce que la logique de l'histoire soit respectée, sachant qu'on tourne dans un ordre qui est systématiquement, en tout cas moi je ne l'ai jamais fait dans un ordre chronologique. C'est-à-dire que des fois on termine une scène à la fin. On commence le premier jour de tournage, scène de fin, puis le lendemain la 4e séquence du film, puis enfin, voilà, donc on a un ordre qui est non chronologique, donc il faut veiller. S'il y a une évolution, par exemple, de blessure sur un personnage, il s'est pris une gifle, il a la joue rouge, ou un truc plus précis, peut-être il s'est fait une griffure. On en est où dans le scénario ? Est-ce que dans cette séquence-là, il a cette blessure-là ? Et il y a tout un travail que je trouve là vraiment plus intéressant, qui est gérer la continuité émotionnelle des personnages, où là, du coup, on va avoir un travail proche avec le réalisateur ou la réalisatrice et les actrices présents, pour dire, ben non, là, on a une scène en raccord direct, on l'a tournée il y a 15 jours, tu ouvrais la porte et on tourne la suite de quand tu ouvrais la porte. Là, tu es trop lent, tu es trop rapide pour que le rythme au montage soit respecté, et tu étais en pleurs, et là, tu as un grand sourire, il y a un truc qui ne va pas. Enfin, je prends évidemment des trucs très gros. Même c'est la cohérence générale. Voilà, et assurer un état émotionnel et physique dans le rythme comme dans l'émotion du personnage. Et après, il y a tout un dernier travail avec les accessoiristes. Ça, c'est le problème des raccords sur le plateau. Le habillage, maquillage, coiffure, le HMC. Voilà, est-ce qu'on a fait la bonne coupe de cheveux ? Est-ce qu'on n'a pas un peu trop coupé ? Ou est-ce qu'il ne faudrait pas justement faire une petite coupe de cheveux ? Est-ce que le maquillage est raccord, encore une fois ? Et ensuite, avec le chef opérateur, notamment, ça tu as dû le vivre aussi avec les scripts, on a quand même un dialogue pour assurer d'avoir assez de matière au montage. Donc évidemment, le chef opérateur ou la chef opératrice a fait un travail en amont, en prépa, avec réalisateur et réalisatrice. Ils ont un découpage technique. Après, il y a plein de choses qui se passent sur le plateau qui font qu'on peut s'en détourner. Ou sans s'en détourner, on voit qu'il manque quelque chose. Et là, j'interviens aussi pour rappeler ce qu'on a fait,
en termes de valeur de plan. Vous êtes seul ou sur les grosses productions, il y a plusieurs ça paraît être un le point levé. Je suis généralement seule et c'est un problème. Oui, on y est. Vu le niveau Après, de ça détail, dépend. Voilà, oui, genre le niveau de l'eau vérifié, c'est des choses auxquelles on ne pense pas. Oui, tout à fait, c'est très vaste. Après, la responsabilité aussi, j'imagine. Pardon ? La responsabilité aussi. Oui, après, c'est des choses sur lesquelles on doit être vigilante et je me permets de le mettre au féminin parce qu'il existe des hommes scripts, mais on est quand même, je dis 95%, j'en sais rien, mais en tout cas énormément de femmes. On doit être vigilante sur plein de choses, mais encore une fois, le travail avec chef opérateur, HMC, réalisatrice, etc., c'est des gens qui ont quand même leur expertise et qui sont garants de ces choses-là. Mais nous, on est un peu censé être le garde-fou de tout ça. Donc voilà, c'est vraiment, c'est toujours, moi j'ai toujours beaucoup de mal à expliquer mon métier de façon concise en fait. Et voilà. Et donc transition toute trouvée, vous travaillez beaucoup avec les chefs opérateurs. Élie, justement, tu es chef opérateur. Explique-toi. Je vous tutoie, je vous vois, je sais pas trop comment faire. Moi, je suis pour le tutoiement. Allez, on tutoie, tout le monde se tutoie, très bien. C'est les artistes, ça, c'est la bonne santé, pas de problème. Sur les plateaux, on se tutoie. Direct. Très bien. Pas de temps à perdre. Donc Élie, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est qu'un ou une chef opérateur ? Tout à fait. En fait, c'est ce qu'on appelle communément un caméraman. C'est la personne qui est responsable de tout l'aspect visuel alors que ce soit d'un film, d'une série ou n'importe où, d'une pub, enfin n'importe que. Dès lors qu'il y a une caméra, il y a quelqu'un pour s'en servir et c'est la personne qui répond, dialogue avec un réalisateur ou une réalisatrice et avec toute l'équipe pour faire en sorte que l'esthétique visuelle finale du film corresponde au projet, en gros. Et donc c'est toi souvent derrière la caméra, ou est-ce que aussi c'est toi qui pilote s'il y a plusieurs caméras? Est-ce que c'est toi qui décides, toi tu filmes ça, toi tu filmes ça Alors oui, après plusieurs caméras, c'est loin d'être la majorité. En général, on préfère quand même travailler avec une seule caméra. Mais sinon, oui, c'est tout à fait ça. Et puis évidemment, c'est un dialogue avec principalement le ou la réalisatrice, avec la script, avec l'assistant. Enfin, c'est des choses qui se décident de manière assez collective, souvent. Alors, puisqu'on est là pour parler de travail, du coup, dans le cinéma, juste pour qu'on se rende bien compte, ça représente quel volume horaire, à peu près, ça, quand vous travaillez sur un tournage? On ne compte plus ses heures, ou est-ce qu'il y a quand même un cadre? Il y a quand même un code du travail. Oui, c'est ça, parfait. Bah oui. Il est respecté, ce code du travail. On a chacun nos réponses, mais vas-y, je t'en prie. Alors oui, il y a d'abord le droit du travail, de toute façon. On y est soumis. Et puis après, il y a des conventions collectives, selon si on est en cinéma ou en audiovisuel. Donc ça englobe les séries, les films web, tous les programmes télé, la télévision, tout ça. Et il y a des conventions collectives avec des dispositions très particulières qui sont censées être respectées et qui ne le sont malheureusement pas toujours. En gros, moi, je vais du coup parler plus. Je ne suis pas. Je connais la convention collective, mais malheureusement pas extrêmement bien. Enfin, pas aussi bien que j'aimerais la connaître. Mais pour prendre un exemple, moi, ça fait 10 ans que je travaille là-dedans. La journée type de tournage en France, de tournage effectif, c'est une journée de 8 heures. On va dire, on reçoit ce qu'on appelle une feuille de service tous les soirs pour le lendemain avec les horaires de la journée. Mettons, on fait un 9h-18h. 9h-18h, c'est la période pendant laquelle on tourne. Au milieu de ça, il y a 1 heure de pause déjeuner. S'ajoute à ça le matin 1 à 2 heures de prépa. Généralement, on va dire pour mon poste, généralement c'est 1 heure. Après, si tout d'un coup on a une énorme séquence qu'on installe en premier, il peut y avoir 1h30, 2 heures de prépa avec mise en place avec les comédiens, réalisateurs, chef-op, réalisatrices, chef-opératrices. S'ajoute encore à ça le soir. Moi, je ne suis malheureusement pas concernée, mais je devrais l'être aussi parce que j'ai des rapports à envoyer en post-production. Ça, c'est aussi un truc dont j'ai oublié de parler. Bref, le soir, mais où les équipes techniques remballent le matériel sorti pendant la journée. Soit il y a un changement de décor, et là, c'est une grosse remballe, où les camions partent le soir ensuite, ou soit on reste dans le décor, mais il y a quand même du rangement. Donc, de fait, c'est des amplitudes horaires où si on dépasse pas, si on ne fait pas d'heures sup, on va faire, on va dire 9-18 se transforme en 8h, 19h30, 19h30 selon l'ampleur de la remballe, en gros. Et vous avez quel statut? Est-ce que ça fonctionne avec l'intermittence ou Tout à fait. Tous les deux? Ouais. C'est comme ça dans pour la plupart des
Ouais. Des personnes, que ce soit techniciens ou personnes Oui. sur un plateau de... Bah oui. Oui, hein. complètement. Ouais, peut-être Il y a- vous pouvez nous réexpliquer comment fonctionne l'intermittence. Il y a des gens notamment qui demandaient si il y avait des, alors du coup pas des intermittents, mais des personnes qui travaillaient dans votre secteur qui étaient au RSA. Est-ce que ça servait à ça ou pas du tout? Donc si vous pouvez réexpliquer l'intermittence, est-ce que le RSA sert à quelque chose ou pas? Alors, l'intermittence, en gros, c'est 507 heures sur 12 mois, sous ce qu'on appelle les annexes 8 et 10. Enfin, bon, je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Mais Vous irez chercher le chat, l'annexe 8 et 10. ouais, voilà, c'est ça, ouais. Vous irez vérifier. Non, c'est- En gros, Parce que même moi, je galère à les l'intermittence. trouver. Franchement, Il faut faire Ouais. 507 heures de travail pour... En gros, il faut faire 507 heures sur 12 mois. Ça paraît très facile, mais ça ne l'est pas du tout. Parce que bon, c'est pas juste 507 heures, il y a énormément de prépa, ça compte la recherche de travail, etc. Et une fois qu'on a ces fameux 507 heures, on a une ouverture de droit qui court sur 12 mois, qui nous permettent de renouveler ces 507 heures. Voilà. En gros, c'est ça, à peu près ça l'idée, pour faire très simple. Et le RSA rentre pas du tout là-dedans. Et le RSA n'est pas censé du tout le rentrer là-dedans. C'est un revenu, enfin c'est, comment ça s'appelle, le revenu... Un autre revenu, quoi. solidarité Oui, oui, active. oui. C'est pas censé financer enfin, les gens qui L'intermittence. travaillent, quoi, l'intermittence. Ça, n'a rien à sachant voir. que je trouve ça important de dire que le statut intermittent n'est pas du tout financé par les impôts et l'État. C'est un statut qui s'autofinance, entre guillemets. Enfin, Ouais. l'intermittence finance l'intermittence. Voilà. Donc il n'y a Alors pas après- du tout de dépendance de l'État ou des impôts du contribuable. Effectivement, et c'est un stress chaque année de réussir à faire les 507 heures qui, effectivement, parce qu'à chaque fois, selon les projets, moi aussi j'ai l'intermittence depuis pas très longtemps. Bravo. Et mais, du coup, c'est vrai. À chaque fois, je sais pour le coup, moi, je trouvais que c'était assez compliqué justement de comprendre le fonctionnement, etc. Et c'est vrai que finalement, il y a beaucoup d'incertitudes, et surtout dans les métiers artistiques où, selon les projets, selon ce qu'on propose, selon les contextes, les connaissances, il y a tellement de paramètres qui rentrent en jeu que voilà, c'est pas si simple, c'est pas quelque chose. Ouais. Voilà, réussir à faire ses heures, ça crée quand même un peu d'angoisse chaque année. Ça dépend des gens, ça dépend des périodes. Là, en ce moment, il y a eu une période de plein emploi juste après le Covid où tout le monde était à 1000 heures. Enfin, c'était génial, c'était la grande époque. Et puis là, on est en train de rentrer dans une période un peu plus de récession dont on va a priori parler un peu après. Où là, il y a quand même des gens qui commencent un petit peu à flipper et on a des copains, des copines qui commencent à aller voir, demander, chercher du boulot pour faire leurs heures, quoi. Avant de continuer, d'abord, merci pour le raid Satrape Mandragora. Bienvenue à tout le monde. Et on voulait aussi montrer d'autres images, parce que donc, on a parlé plein de métiers différents déjà à travers les vôtres. Et donc, on a trouvé des petits reportages réalisés par l'École nationale supérieure Louis Lumière. Donc, on a pris des petits extraits pour découvrir encore d'autres facettes des métiers du cinéma. On regarde ça et puis on en discute juste après. Électricien, électro ou tout simplement élec, il est un technicien au rôle crucial sur un plateau puisqu'il s'occupe de la lumière du film. Et sans lumière, tout devient vite compliqué. Le chef électricien supervise l'installation des projecteurs et leur distribution électrique. Il est également un des interlocuteurs privilégiés du chef opérateur puisqu'ils vont discuter ensemble des intentions de lumière et de la façon dont ils vont les réaliser. Le ou la chef machiniste. Il met en place toutes les installations machines qui vont permettre les mouvements de caméra ou de lumière sur le plateau. Il faut aimer manipuler la machinerie, pousser, tirer, monter un peu partout pour visser plein de choses. Ce n'est pas un métier où l'on reste assis. Il faut aimer bouger tout le temps et être réactif. Enfin, il faut être très consciencieux car on est responsable de la sécurité et de la machinerie sur le plateau. Voilà, donc encore deux autres exemples de tout le panel de métiers qu'on peut retrouver sur les plateaux. Loumi, je crois que tu avais une petite question. Oui, alors, c'est vrai qu'en France, on a un peu la particularité, mais c'est dans d'autres pays aussi, d'avoir ce qu'on appelle la politique des auteurs. Pour essayer de la faire très brève, c'est quand le réalisateur est vu comme un petit peu le seul auteur de son film et un peu dans une toute puissance. Et donc, c'est lui qui est particulièrement mis en avant. Et on oublie, et en fait, ça invisibilise beaucoup le fait qu'il y a toute une équipe pour réaliser un film, une série, ou d'ailleurs même effectivement une publicité ou d'autres choses audiovisuelles. Et très souvent, il va y avoir toute la lumière faite sur
un très petit pourcentage de l'équipe, alors qu'en fait, derrière, il y a énormément de monde dont on ne parle jamais. Est-ce que vous ressentez ça aussi? Est-ce que vous avez peut-être, après, pas certainement un besoin de reconnaissance en particulier par rapport à ça, ou est-ce que ça vous marque particulièrement, qu'on oublie quand on voit un film qu'il y a autant de gens derrière? Me concerne. Alors, besoin de reconnaissance, moi, alors vraiment pas du tout. En revanche, en fait, je sais pas trop. J'avoue que je sais pas trop quoi en penser parce que quelque part, oui, parfois ça peut être un peu agaçant. Mais là, vraiment, je vais parler d'expérience, enfin très personnelle, pas en ciblant quelqu'un en particulier, mais ça a pu arriver de voir un réalisateur, une réalisatrice avec qui j'ai bossé en interview, qui tout d'un coup, qui a accroché à vous pendant le tournage comme ça et qui a jamais un seul mot. Et qui dit des choses, qui raconte son tournage en donnant l'impression qu'il ou elle a été motrice de tout, alors qu'on sait qu'à ce moment-là, elle est en train de péter un câble. Bon, je peux pas dresser un portrait noir des réalisatrices tout le temps, mais c'est quand même quelque chose qui arrive. Donc ouais, là, ça peut m'agacer. Mais après, il y a quand même plein de gens très bien, et il y a quand même une vraie charge quand on réalise. Hein. Je veux dire, on est extrêmement assisté, entouré, mais la charge portée, c'est quand même les réalisateurs et les réalisatrices qui la portent, et je comprends qu'on les mette en avant, comme les acteurs et les actrices, parce que c'est les visages qu'on voit. Voilà, enfin moi j'avoue que je me sens pas très vindicative sur le sujet, si ce n'est quand c'est des personnes avec qui j'ai bossé et qui ça s'est mal passé. Du coup ça peut m'agacer, mais ce qui est très rare. Mais bon, voilà. Je sais pas si... Non, moi c'est un peu pareil. En fait, c'est pas tant la reconnaissance extérieure. Il y a plein de métiers en dehors du cinéma qui sont pas du tout connus, et bon, c'est comme ça. Non, après, même sur le plateau directement. Mais voilà, là sur le plateau, moi ça m'est déjà arrivé, surtout quand j'étais électricien, d'avoir des réalisateurs ou des réalisatrices qui comprenaient pas vraiment ce que c'était que mon métier. Ça, c'est un petit peu agaçant. Voire parfois qui ont l'impression que je suis plus là pour les embêter dans leurs envies de création qu'autre chose. Et ça, c'est un petit peu, ça c'est un petit peu agaçant. Je pense qu'on l'a tous vécu à un moment ou l'autre. Je te rejoins parfaitement. Ouais. Voilà, je veux dire, ce sont des métiers qui sont très difficiles. Enfin, physiquement, faut le tenir, ne pas savoir de quoi demain sera fait. Je le dis sans vanité, mais je pense pas que tout le monde en soit capable. Oui, voilà, d'autant que c'est Backseater du futur qui dit si mon témoignage peut représenter quelque chose, je n'ai jamais connu de journée de tournage durant moins de 12 heures, 5 jours par semaine, et sur la fiche de paie, c'est bien marqué 8 heures. En gros, on fait 60 heures par semaine avec une fiche de paie qui suit pas forcément, quoi. Donc, ah oui, évidemment. Alors oui, quand on parlait tout à l'heure, c'était pour donner une idée globale. Après, on peut parler des problématiques de prod et tout avec grand plaisir. Mais... on va y venir. On s'échauffe, et puis alors, après... tu parlais en plus du fait d'être toute seule en tant que script, par exemple, souvent, tu préfères avoir plus de monde. Est-ce que vous estimez que les conditions de tournage sont en train de se dégrader, en fait, globalement, ou Oui, la réponse est oui. Sans équivoque, moi, je trouve. Alors, pourquoi et comment, du coup? Je crois qu'il y a plusieurs facteurs. Tu me diras ce que tu en penses. D'abord, il y a... comment dire, il y a une... Quand j'ai commencé, moi, j'ai commencé il y a un moment, en 2006, il y avait une vraie culture très ouvrière, où on se disait les choses de manière parfois violente, mais de manière très, très frontale et très franche. Ça avait des avantages et des inconvénients, mais ça avait quand même l'avantage d'être, comment dire, bon, quand quelque chose n'allait pas ou quand ça fonctionnait pas, c'était dit. Et petit à petit, il y a un espèce de truc, j'ai un collègue qui parlait de culture de l'open space sur les plateaux, et je trouve que c'est assez bien vu, c'est-à-dire que petit à petit, j'ai vu, et c'est vrai que maintenant, où tout le monde se couvre un petit peu dans son métier, une culture beaucoup plus... d'entreprise, quoi, où en fait tout le monde fait attention à pas avoir d'ennui, de prévenir, de faire des mails écrits pour être sûr que tout le monde
s'il y a un truc qui foire ou qu'on n'ait plus dire, bah, tu vois, ce mail, je l'avais prévenu, etc. Et ça, c'est un truc au début, quand j'ai commencé, ça n'existait pas du tout, ça. Donc, ouais, il y a un espèce de truc comme ça qui est, je sais pas, un truc qui s'est instillé comme ça, petit à petit. Où l'efficacité est plus vraiment la question première, quoi. Je sais pas ce que tu en penses, toi. Alors moi j'ai un rapport un peu. Je suis pas d'accord avec toi, mais j'ai pas le même. J'ai jamais été ouvrière, moi, donc déjà c'est un truc un peu différent. J'ai toujours été technicienne. Les ouvriers, c'est les électriciens machinistes qui sont maintenant techniciens. Je crois que le statut d'ouvrier n'existe plus. Il n'y a pas un truc comme ça. Mais historiquement, qu'on appelait les ouvriers, machinistes et électriciens. Oui, ça c'est sur le plateau. Je suis d'accord dans ce que tu ressens. Moi, là où je trouve que, de façon un peu plus énervée, je trouve que ça se dégrade, c'est qu'il y a aussi... Alors, je sais que c'est de plus en plus compliqué en ce moment de produire. Pour les producteurs et les productrices, je sais qu'il y a... Je connais pas tous les tenants et les aboutissants, mais je sais, il y a le problème de Canal en ce moment, mais avoir des chaînes... c'est de plus en plus compliqué, des aides régionales sur les coupes budgétaires. Là, c'est très actuel, mais ça fait quand même quelques temps que c'est compliqué. Mais malgré tout, donc voilà, et les producteurs dépendent de leur travail aussi pour vivre, donc ils veulent produire. Quand ils trouvent une façon de produire, même si c'est entre guillemets mal, c'est-à-dire sous-produit, ils le font. Mais en fait, le problème, c'est que ils se rendent pas compte de l'impact que ça a sur les équipes de tournage. C'est-à-dire que maintenant, moi, je sais, quand j'ai commencé, je faisais des films. Quand j'étais assistante, des films un peu longs, historiques, c'était un... Bon, alors on ne parle pas de Monte Cristo et les Trois Mousquetaires qui sortent leur épingle du jeu en termes de production, je pense, mais voilà, on pouvait faire facilement un film de 8 à 10 semaines. C'était presque, sur un film un peu bien produit, c'était presque une moyenne. Maintenant, quand j'arrive à 6 semaines, pour un long métrage quand même 6, et encore, vraiment, on resserre les plans de travail. J'ai jamais connu un seul premier assistant qui m'ait jamais dit qu'il lui manquait des jours au plan de travail, mais là, c'est vraiment, il leur manque des semaines, quoi. C'est-à-dire qu'ils livrent des plans de travail, ils font, voilà, premier plan de travail, 62 jours, on fait super, tu peux nous le faire en 47 D'accord, mais on va pas couper de séquence, par contre. Ah, et comment on va faire? Et du coup, on fait des heures à rallonge. J'ai fait un projet il n'y a pas très longtemps, voilà, ambition artistique, avec un scénario qui était chouette, mais on nous dit faut rentrer ce qu'on appelle un minutage utile par jour qui correspond au temps effectif dont on considère qu'il va être monté. Il y a une époque, 2-3 minutes utiles par jour pour un long métrage, c'était en lambda pas mal. Il y a 5, c'était une grosse journée. Aujourd'hui, 5, c'est une moyenne basse, quoi. Et là, j'ai fait une série à 14 minutes utiles par jour dans les gros jours, quoi. Et pas de ce qu'on appelle les séries quotidiennes qui sont construites pour faire ce genre de rendement, ce qui n'est pas du tout le cas. Donc, il y a vraiment un truc, le cerveau, physiquement et mentalement, ça devient dur. Et les productrices sont en galère, il faut le dire. Ils nous font, certains et certaines nous font peser ça aussi. C'est qu'ils arrivent avec leurs angoisses. Et ils deviennent plus trop des gens qui fédèrent, ils deviennent des gens qui nous disent vous dépassez trop ou c'est pas assez bien, en fait. Il y a une espèce de double discours. Moi, c'est ce que je ressens, ce que j'ai vachement ressenti ces dernières années. On va avancer un peu, désolé Cyprien, on n'a plus le temps pour tes questions. on va regarder un petit reportage de Franck, notre Thierry, qui est aussi au cadre aujourd'hui. On regarde ça justement sur les offensives contre le budget de la culture, et puis on en discute juste après. Alors, je n'arrête pas la culture. Et je pense que le drame aussi de ce pays, c'est une subvention, c'est pas acquis à vie. J'ai même dit qu'on était shooté à la dépense publique. En 2025, 210 millions d'euros d'économies sont prévus dans le secteur culturel. À titre d'exemple, dans les Pays de la Loire, la culture perd les 2/3 de son enveloppe budgétaire et les conséquences seront dramatiques. Là, c'est d'une brutalité, ça va juste plonger les acteurs... dans une situation ingérable, donc c'est complètement irresponsable d'agir de la sorte. Là, c'est vraiment un déni de démocratie. C'est nécessaire qu'il y ait de la culture, c'est nécessaire qu'il y ait du sport, c'est nécessaire qu'il y ait de la vie associative, c'est des endroits où on se rencontre. Et ça, c'est aussi le vivre ensemble, ça peut pas être quelque chose qui est pensé en termes de logique économique, de rentabilité. En parallèle, le statut des intermittents du spectacle est régulièrement remis en cause. En novembre dernier, la CGT Spectacle réunissait 200 personnes devant les locaux de l'UNEDIC afin de protester contre la volonté patronale de durcir les conditions d'affiliation des intermittents à l'assurance chômage.
On est très inquiet parce que la ministre, on ne l'a pas entendu s'exprimer là aujourd'hui alors qu'il y a un risque majeur qui est posé sur la table. Et ça, c'est dans un contexte où il y a des coupes budgétaires orchestrées par le gouvernement, des coupes budgétaires majeures sur l'audiovisuel public, des coupes budgétaires majeures sur le spectacle vivant à travers des tailles du budget de la culture. Les artistes ont une richesse pour le pays. C'est une vraie richesse. On est essentiel dans ce pays. Et les économies qui sont réalisées sur notre dos sont toutes petites par rapport aux dégâts qui sont provoqués en réalité dans nos métiers et dans la société. On a beaucoup moins du coup de temps de répétition tous ensemble, on est moins nombreux sur les plateaux, on a moins de dates de représentation, donc on doit démultiplier le nombre de projets pour y arriver, pour arriver à vivre de son métier. Si on ne se bat pas aujourd'hui pour une vraie diversité de la culture et des artistes partout sur les territoires et qui travaillent et qui peuvent jouer plusieurs fois leur spectacle, mais il n'y a plus de politique culturelle en vrai. Voilà, donc on a vu ces témoignages qui parlent un peu de l'impact de ce baisse de budget contre les intermittents. Mais on a vu une personne au tout début de ce reportage. On a vu Christelle Morancet, alors c'est pas la seule à faire des coupes budgétaires, mais c'est un peu la star quand même, parce qu'elle a coupé 75% du budget de la culture de sa région, donc les Pays de la Loire. On l'a entendu, vous êtes shooté à la dépense publique. Alors peut-être qu'on fasse la peau à cette fake news, parce que c'en est une. En fait, le système, notamment pour le cinéma du CNC, c'est pas ça. Est-ce que vous nous en parlez justement ? Non, ça c'est une bêtise qu'on entend très régulièrement. C'est le grand truc, c'est nos impôts qui payent les films. Enfin, ça c'est complètement faux. Il y a, juste pour expliquer, il y a le CNC qui est pas vraiment, qui n'est pas du tout financé par les impôts, c'est financé par une taxe principalement sur le ticket d'entrée dans salle de cinéma, la TSA. C'est 10% du billet. 10,7. Par des taxes sur les plateformes et sur l'audiovisuel, en gros. Et cet argent, il permet de financer certains films, pas d'autres. Il y a plein de processus de redistribution des budgets qui permettent un petit peu, de mutualiser les recettes d'un film pour produire des films qui n'existeraient pas sans ça. Mais ça, c'est vraiment... sur la totalité des films, ça ce sont des chiffres de 2023. Ça représente quelque chose comme 8 à 9% des financements moyens des films. Dans les financements majoritaires, il y a les producteurs, il y a les distributeurs, ou en tout cas les chaînes de télévision. Il y a aussi des fonds d'investissement qu'on appelle les SOFICA, qui permettent sont des fonds d'investissement, sont des niches fiscales en gros, si vous voulez. Qui permettent des retours sur investissement au rendement. C'est compliqué et chiant, donc voilà, bref. C'est super sexy. Donc voilà, et en gros, c'est non seulement c'est pas du tout subventionné par nos impôts. Il y a effectivement les aides régionales, et là, la région Centre-Val de Loire, on a encore du mal à évaluer comment ça va se répercuter sur le cinéma. Qui sont des aides alors généralement sélectives, même toujours sélectives, où en gros une région va dire ok, on vous donne tant pour faire votre film, mais en échange, souvent c'est vous venez dépenser 100-120% de ce qu'on vous a donné dans notre région. Voilà. Donc il y a quand même des grosses retombées économiques pour les régions. Donc c'est pas vraiment des subventions comme elle dit, c'est plus des investissements. D'ailleurs j'avais un chiffre, c'était pour 1 euro dépensé, 7 euros, pour 1 euro investi par la région, c'est 7 euros de retombées en moyenne, parce qu'évidemment ça crée de l'emploi, ça joue sur la restauration, l'hôtellerie, les transports, etc. C'est ça. Et je voulais aussi ajouter un petit mot sur le groupe Canal+, parce qu'en plus ça fait un peu partie de l'actualité. Donc c'est le premier financeur du cinéma français avec 220 millions d'euros par an. Et donc on sait, maintenant la plupart des gens le savent, ce groupe appartient à Vincent Bolloré, qui est donc un milliardaire qui a quand même mené une bataille culturelle en faveur de l'extrême droite. D'ailleurs il y en a certains qui disent que c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a de moins en moins d'artistes qui osent s'exprimer politiquement, parce que c'est de plus en plus compliqué. Et lors d'une audition au Sénat, donc le 29 janvier dernier, il y a le directeur du groupe Canal+, Maxime Saada, qui a menacé de diviser par 2 en fait le financement du cinéma français que Canal+ apporte.
en expliquant que ce serait dû à la concurrence de la plateforme de Disney+, mais il y a peut-être aussi quelque chose à voir avec l'arrêt de C8. Il y avait déjà eu des menaces de la part de Vincent Bolloré à demi-mot, disant que voilà, si on l'embêtait un petit peu trop, il pourrait retirer des sous au cinéma. Donc ça pose quand même un gros problème, qui est cette dépendance aussi à ce genre de... à un groupe voilà, qui tombe dans les mains de quelqu'un comme ça. Et voilà, donc qu'est-ce que vous en pensez de ça? Est-ce que ça vous inquiète? C'est très inquiétant. Obligatoirement, oui. Ouais, tout à fait. Le Canal, c'est à peu près 200-220 millions d'investissements dans le cinéma français par an. C'est énorme. Là, quand je croise des producteurs et qu'on en discute, on voit que ça les angoisse un petit peu. Enfin, donc ouais, là, il y a un vrai truc qui est en train de se jouer. Après, c'est en négociation. Là, Canal, d'après ce que j'ai compris, ils vont se réinscrire dans ce qu'on appelle la chronologie des médias, parce que c'est un petit peu ça qui est en jeu. Peut-être qu'il faut expliquer ce que c'est que la chronologie des médias. Moi, je peux le faire rapidement. Oui, c'est le système qui, en gros, dit que pour protéger la salle de cinéma, les télés n'ont pas le droit de diffuser directement des films. Et donc, ils ont une fenêtre qui est en gros de... Alors, j'ai plus le nombre de mois en tête, par contre. Mais en gros, c'est négocié en fonction aussi de la participation. Canal+, c'est le premier à pouvoir diffuser les films parce que c'est le plus gros financeur. Et après, il y a France Télé, etc. Enfin, c'est échelonné, on va dire. Et les plateformes, notamment, veulent réduire cette fenêtre le plus possible pour pouvoir diffuser... Sachant qu'aux États-Unis, par exemple, c'est quasiment simultané. On peut très bien avoir un film qui sort en salle et sur plateforme quasiment immédiatement, ou je me trompe? Non, en fait, ils ont théoriquement le droit de le faire, mais ils en sont revenus un petit peu aussi. Voilà. Ils l'ont fait pendant le Covid, et puis en fait, ils ont un petit peu rétro-pédalé parce qu'ils se sont rendus compte que laisser un peu de temps en salle pour le prestige d'une œuvre, c'était aussi important. En gros, là, les promesses en France, c'est les promesses d'investissement sur un temps donné. Là, je crois que c'est des fenêtres de 3 ans. Permettent d'avoir le droit de remonter dans cette chronologie des médias. Et là, il y a un peu des grandes manœuvres de négociation, quoi. Donc, il y a effectivement cette histoire de C8 qui joue peut-être. Il y a l'arrivée des plateformes dans la chronologie des médias. Donc, il y a Disney qui vient de signer pour 35 millions par an. Il y a aussi peut-être la question de... à mon avis, moi ça c'est mon avis perso, ce qui l'ennuie le plus, c'est pas tant le montant que la clause de diversité en fait. C'est-à-dire que quand on dit vous investissez 200 millions, 220 millions dans le cinéma, c'est pas dans ce qu'il veut. C'est un certain nombre de documentaires, un certain nombre de films de moins de tant de millions, donc enfin voilà, il y a des conditions très strictes et ça veut dire qu'en gros, on finance aussi des films moins rentables que les grosses machines qui financent par ailleurs. Voilà, donc je pense que c'est surtout ça le truc et a priori, ça peut durer encore quelques temps avant qu'on ait des réponses. Peut-être une réaction, Cécile, et ensuite il faudra qu'on enchaîne sur la partie suivante parce qu'il nous reste moins de 10 minutes. Ça passe trop vite. Oui, non, moi, la petite réaction que j'ai, moi, je suis moins calée qu'Ellie dans les chiffres exacts que ça représente. Donc, c'est cool parce que j'apprends exactement ce que ça représente en même temps. Donc, je te remercie. Même si j'en avais une idée globale. Non, moi, ce que j'ai tendance à me dire aussi, c'est que, effectivement, autour de Canal, c'est très inquiétant pour toutes ces raisons-là. Et aussi, en le liant avec les coupes budgétaires des régions, c'est que tout d'un coup, ça rend le cinéma tributaire d'un fonds d'investissement qui en revient à un milliardaire qui a une vision du monde, alors que des subventions de régions sont quand même soumises à comité. Alors après, bon, les régions ont leur propre affiliation politique aussi, mais je sais que les gens qui peuplent les comités aussi décisionnaires ne sont pas forcément de tel ou tel bord politique. Donc il y a une diversité aussi qui peut être intéressante dans ce qui est permis d'être financé, me semble. Mais peut-être que je me trompe. Moi, c'est une réflexion qui est très en temps et en heure, en fait. Donc, Allez, un dernier commentaire en 10 secondes, Ellie, puis ensuite on va passer à la suite. Ça peut pas durer 10 secondes. Et bah tant pis, on passe à la suite. Je suis désolé parce qu'on voulait vraiment s'arrêter un petit peu sur le MeToo cinéma, parce qu'évidemment on en a beaucoup entendu parler. On en a beaucoup entendu parler à travers des grandes actrices surtout, mais ça touche évidemment aussi les coulisses du cinéma. On va regarder un petit reportage de Franck, encore une fois, mais qui date de 2 ou 3 mois, je crois. Il était allé à un rassemblement en soutien à Adèle Haenel pendant le procès contre Christophe Ruggia. Donc on regarde un petit extrait d'une 30aine de secondes, je crois, puis on en discute après. Tout le monde
monde sait, tout le monde se prévient un peu en dessous, mais personne ne veut mettre en péril sa carrière ou son travail. Et elle, c'est une des rares personnes qui a eu la force de pouvoir dire, mais en fait, arrêtez de passer tout ça sous silence. Il faut péter la chape de plomb. En fait, à un moment donné, on ne peut pas rester silencieux et silencieuse face à ça, alors que tout le monde sait. Je suis choquée par tout ce qu'il dit, mais je suis choquée s'il fallait encore plus par le fait qu'il dise qu'il m'a découverte, parce qu'en fait, il m'a surtout détruite. D'accord ? Et qu'en fait, si Christophe Rouget a eu de l'emprise sur moi, c'est parce que moi, le travail sur le jeu, le théâtre, c'est quelque chose que j'ai viscéralement dans le corps. Voilà, c'est des paroles assez fortes, évidemment. Est-ce que, donc ça a fait bouger le monde du cinéma, est-ce que vous, à l'échelle un peu des techniciens, techniciennes, des travailleurs, travailleuses de l'ombre du cinéma, est-ce que ça a aussi fait bouger des choses ? Est-ce que ça a aussi pu changer les conditions de travail, les choses que vous viviez au quotidien ? Cécile ? Oui, il y a clairement des changements, de toute façon. Après... Des changements positifs, du coup ? Oui, bien sûr, dans le sens positif. Après, c'est un sujet qui génère encore des débats chez les vieux comme chez les jeunes, hein, pardon de dire vieux et jeunes, mais voilà. Mais il y a des choses, en tout cas, il y a des choses qui sont mises en place aussi, par exemple, très récemment, notamment sur les films qui bénéficient des aides du CNC. Il y a une formation VHSS, violence et harcèlement sexuel et sexiste, c'est sexuel, je ne sais plus dans quel ordre, que j'ai faite par ailleurs, qui devient obligatoire par tous les techniciens du plateau si le film est subventionné par le CNC, reçoit l'aide du CNC, donc ce qui est vachement bien. Moi, je l'ai suivi, il y a un module en ligne à suivre et ensuite il y a une validation de cette formation à faire sur le plateau. Ça, c'est un peu flou si à chaque film on doit le refaire ou pas, mais bon, bref. Mais en tout cas, c'est vachement bien. Comment dire, c'est... Quand on est un peu renseigné, à la fois on n'apprend pas forcément énormément de choses, mais j'ai quand même appris certaines choses et surtout ça rappelle aussi quelles sont les manières d'agir, quelles sont les possibilités d'action surtout, et que ce soit quelque chose qui soit mis en place et obligatoire, je trouve ça très bien. J'ai la sensation, en tout cas moi j'ai eu moins de mauvaises expériences à titre juste très personnel depuis que... Mais même avant Adèle Haenel, mais je pense qu'Adèle Haenel, en France, elle a bousculé énormément de choses, parce qu'en fait, il y a eu une MeToo 2017 où ça a bousculé le monde du cinéma, mais je trouve que la France, on a quand même signé une tribune pour la liberté d'importuner 2 mois après, par des actrices qui n'ont pas pris le métro depuis 1970. Donc, dont la future présidente du... Voilà, César, donc il y a un moment, moi, les fauteurs dans le métro, j'adore, tu fais très bien. Et depuis quand tu n'es pas... Enfin, bon, bref. En revanche, j'ai la sensation que, Adèle Haenel, elle a fait bouger encore plus de choses. Et Judith Godrèche. Et Judith Godrèche, tout à fait, absolument. Donc oui, je trouve qu'en tout cas, il y a une évolution positive. Enfin, c'est des exemples à la con, hein, mais juste quand il va faire 35 degrés le lendemain, on se met en short maintenant quand on est des meufs et on s'en fout, quoi. Avant, moi, je me souviens, on faisait « Tu t'habilles comment demain ? Parce qu'il fait 35, machin, je veux pas être la seule. » Et si on venait, moi, ça m'est arrivé une fois de venir en short, 3e assistante mise en scène, et de me prendre des réflexions de tout le monde. C'est pas grave aussi. En fait, ça commence là, c'est pas des... On n'est pas sur des faits qui se comparent à de l'agression sexuelle, mais quand même, c'est un rapport au corps, c'est un regard, c'est un climat ambiant. Mais après, oui, je trouve ça beaucoup plus encadré. Après, il y a aussi eu l'arrivée des coordinateurs et coordinatrices d'intimité, que moi, j'ai jamais expérimenté sur un plateau encore. Mais Ce que j'allais dire, peut-être vous pouvez un peu expliquer, parce que c'est un métier qui commence tout juste à arriver. Peut-être tu l'expliqueras mieux que moi, parce que moi, je vois à peu près, mais j'en ai jamais côtoyé. Vous l'avez pas expérimenté. Alors, c'est un métier qui est en train de se créer, c'est des formations qui sont en train de se créer. En gros, c'est dès qu'il y a une scène qui... alors, c'est dur à définir, mais en gros, ça va de la scène où 2 acteurs couchent ensemble dans le film, à une scène de baiser ou ce genre de choses, ou même des scènes de contact physique. Des scènes un peu intimes, en fait. Voilà, des scènes dès qu'il y a on peut faire appel à une coordinatrice, un coordinateur d'intimité qui va aller régler ça et qui va être aussi force de proposition. C'est-à-dire que c'est pas juste quelqu'un qui vient pour dire ça oui, ça non, même si ça fait partie de son rôle, donc de nommer un petit peu on va jusque-là, il a le droit de mettre sa main ici, pas là, etc. Mais aussi d'avoir une influence sur la création artistique, sur la manière de filmer, parce que ce sont des scènes qui sont
un peu spécifique, qu'on ne tourne pas tous les 4 matins et que des fois, c'est pas mal d'avoir quelqu'un qui a un peu plus l'habitude pour le faire. Et on le compare beaucoup, entre autres, aux régleurs de cascade. C'est un peu la même chose, c'est pas tout à fait les mêmes cascades, mais... Oui, les mêmes enjeux. Mais c'est un peu le même s'il y a des enjeux dans une principe. cascade. Il y a des enjeux dans une cascade. Notamment dans la formation sur violence, harcèlement sexuel et sexiste, il y a une partie sur la coordinatrice d'intimité où il y a j'ai du mal à dire ce mot, coordinatrice d'intimité qui explique qu'en gros, idéalement, c'est la scène en question est discutée en amont avec réalisateuristes, acteuristes présents, on deal, on s'accorde sur quelque chose et en fait, elle dit que si tout est respecté, sa présence sur le plateau, elle est là pour vérifier que c'est bien appliqué, mais elle n'est pas censée intervenir même sur le plateau à partir du moment où ça a bien été préparé en amont et que tous les sujets ont été abordés et que tout d'un coup on sort pas du chapeau quelque chose qui n'a jamais été discuté en gros, et donc mais juste servir de garde-fou, être sûr que ça ne déborde pas en fait, tout simplement. C'est ça. Peut-être dernière question, il nous reste 2 minutes. Peut-être Cyprien sur Dominique Boutonnat. On a déjà Vous aviez déjà prévu le coup. Effectivement, comme on parle de MeToo, c'est aussi un autre symbole de MeToo au cinéma. C'est donc Dominique Boutonnat, qui était le président du CNC, le Centre national du cinéma et de l'image animée, qui a été condamné pour d'agression sexuelle sur son filleul, et donc d'enfin débarquer de son poste. Alors, ça faisait quand même plusieurs mois que les acteurs du monde du cinéma le demandaient. Son remplaçant, c'est donc Gaëtan Bruel, qui était avant directeur de cabinet adjoint de Gabriel Attal et directeur de cabinet de Rachida Dati, donc un profil de haut fonctionnaire. Est-ce que vous en attendez quoi de cette nouvelle présidence du CNC? Rien, peut-être. Est-ce que ça va changer quelque chose? Est-ce que c'est au-delà de vos considérations Moi, je suis surtout pas assez renseignée pour répondre, malheureusement. Mais... non, là, c'est un peu tôt pour dire. Il a pris ses fonctions le 17 février dernier, donc oui. Trop tôt pour en dire. Bon, voilà, au moins, il a pas de condamnation, déjà. Il y a une petite amélioration. Pas encore, je sais pas. Bon. Mais non, on va voir. Après, c'est le sentiment qu'il me donne, c'est que c'est juste un marchepied dans sa carrière, quoi. Ça ressemble beaucoup à ça, quoi. Voilà, après, on va pas faire un procès avant de... Voilà, je ne peux pas vraiment en dire. À suivre, on en rediscutera ensemble. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir répondu à nos questions et de nous avoir accordé ce temps. C'est toujours un peu frustrant, on a toujours plein de choses à vous demander. Billy, tu avais un dernier truc à dire? Un dernier truc à dire, il y a une mobilisation qui est en train de se construire contre ces coupes budgétaires, entre autres avec tout le milieu du spectacle vivant. Et ça vaut le coup de se renseigner et de suivre un petit peu ça. Très bien. Et de syndiquer aussi, du coup, parce que j'imagine que les syndicats vont... Oui, bien sûr, il faut se renseigner. On est à l'UMA, vous pouvez dire. Merci beaucoup à tous les deux. Je rappelle Cécile Borde, script, Élie Gattegno, chef opérateur. Merci encore à tous les deux. Je vous laisse quitter le plateau. Bon courage pour la suite de vos tournages et de vos différents travaux. Oui, toi aussi, Cyprien, en fait, tu t'en vas. Moi aussi. T'as passé bien assez de temps avec nous. Ok, d'accord. Bonne ambiance. Allez, bon courage. Merci beaucoup, Cyprien, tout à l'heure. Merci à tous les deux. Au revoir.